Patrick Baudouin, originaire de Saint-Malo. Donc en quelque sorte, parmi tous les présidents de la Ligue des droits de l'homme, t'es le régional de l'État. Avocat, très impliqué dans le droit pénal international, c'est tout naturellement qu'au début des années 2000, tu es devenu président de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, dont tu es resté le président d'honneur. Tu es resté très impliqué dans des associations telles que la lutte contre la torture et aussi à la CNCDH, qui est la Commission nationale consultative des droits humains. Et depuis 2022, tu es président de la Ligue des droits de l'homme. Et c'est donc à ce titre que tu vas pouvoir nous présenter l'avenir. Nous avons eu un éclairage important sur des moments exceptionnels dans lesquels a été impliquée la Ligue des droits de l'homme, mais comme finalement Jean-Pierre le dit, l'histoire reste à faire, l'histoire reste à écrire. Et maintenant, tu es le dépositaire un petit peu pour relancer cette histoire. Et à ce titre, je te laisse la parole, Patrick. Merci beaucoup pour ces mots chaleureux. Laissez-moi vous dire d'abord que, depuis un an, tu as rappelé que je suis président depuis le mois de juin, début juin 2022, donc ça fait un peu plus d'un an maintenant, et je me suis rendu dans un certain nombre de sections, j'ai pu voyager, rencontrer des ligueurs, ligueuses. Je suis toujours avec plaisir, mais ici c'est avec un plaisir tout particulier, et je dirais un peu d'émotion, parce que je n'aurais pas pensé, en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, je n'aurais pas pensé d'abord devenir président il y a encore 3-4 ans, 2-3 ans, et puis venir à Saint-Malo ici pour fêter le 120e anniversaire de la création de la section. C'est une ville qui m'est chère, j'y ai beaucoup de souvenirs. Je suis né à Paramé, je suis venu chez mes grands-parents à Saint-Malo, et j'avais une tante dont j'étais très proche à Saint-Servant. Enfin, c'est vraiment pour moi un cœur familial. Donc ça me touche beaucoup d'être aujourd'hui avec vous. Puis je voyais tout à l'heure par exemple Charles Foulon, que j'ai très bien connu parce qu'il se trouve que je suis un très ancien membre du comité national de la LDH, à l'époque comité central, et puisque j'ai été élu, guillemets, parce que c'était des élections toutes relatives à l'époque, j'ai été élu en 1973 pour la première fois. Et comme je faisais beaucoup de missions pour la FIDH, très vite, je crois être venu à Saint-Malo, et peut-être à l'époque même Charles Foulon il a été membre du comité central. Je l'ai donc très bien connu. Donc tout ça me parle beaucoup à travers les images tout à l'heure de l'histoire de la section Saint-Servant, Saint-Malo, Paris. Alors je ne vais pas écouter ma vie, c'est pas le sujet. Je reviendrai juste un petit instant quand même, on va parler de l'avenir, puisque tu m'y as invité, et puis Gilles a évoqué le passé. Je voudrais simplement dire que l'avenir, il est fait du passé, du présent, et que la Ligue reste ce qu'elle a été à sa création au moment de l'affaire Dreyfus, ce qui a été évoqué tout à l'heure par Gilles, c'est-à-dire, c'était la défense de Dreyfus, capitaine Dreyfus, mais c'était liberté, égalité, fraternité, la défense de tous les droits, toutes les libertés pour tous et toutes. Dès le départ, ça a été le manifeste fondateur de la Ligue. Ça allait au-delà de la défense simplement du capitaine Dreyfus, même si c'était un moment essentiel, parce que à travers cette affaire, c'était la lutte contre toutes les injustices, contre toutes les inégalités qui a motivé la Ligue. Et on est toujours là-dedans. En tout cas, j'espère qu'on est toujours là-dedans, et que c'est aussi notre combat d'avenir qui reste à travers ce passé, à travers cette création elle-même de la Ligue. Le deuxième point sur lequel je veux insister, je ne vais pas insister, mais revenir juste un instant, parce que c'est peu connu
souvent on nous dit, la Ligue, ben oui, vous êtes pour la justice, contre les injustices, mais on est aussi les droits économiques et sociaux. Très très vite, le combat que tu rappelais tout à l'heure pour Jules Durand, on a été dans les combats des syndicalistes dès le départ. Donc c'est ça. Et le troisième point, puis après je vais venir à ce à quoi tu m'as invité tout à l'heure. Troisième point, la Ligue a été aussi très vite, après la Première Guerre mondiale, dans le combat élargi, pas seulement le combat sur le territoire français, à travers la création après la Première Guerre mondiale, en lien avec la Ligue allemande des droits de l'homme, puisqu'à l'époque, il y avait quelques ligues européennes qui existaient, pas très nombreuses, mais il y avait une ligue allemande, la Ligue française, et en 1922, c'est à l'initiative de la Ligue française et de la Ligue allemande, qui voulait tirer les leçons de ce qu'avait été la boucherie de la Première Guerre mondiale, qu'a été créée la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, avec un slogan qui lui aussi est toujours d'actualité, la paix par les droits de l'homme. La paix par les droits de l'homme. Alors hélas, on a vu ce qui a suivi avec la Deuxième Guerre mondiale, alors que tout l'objectif de la création justement de cette Fédération internationale des droits de l'homme avec d'autres, c'était d'éviter que ressurgisse un deuxième conflit mondial. Ça n'a pas été évité, mais tout ça reste particulièrement d'actualité, et aujourd'hui encore avec la guerre à nos portes, avec ce qui se passe en Ukraine et puis dans plein de contrées du monde. Mais c'est dire que c'est ça la Ligue française des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme. C'est tous ces combats universalistes, tu l'as dit tout à l'heure, qui parfois font que nous ne sommes pas toujours bien compris. Parce qu'effectivement, ce combat universaliste nous amène à défendre les droits de tous et toutes, et y compris parfois des réprouvés, des exclus, mais on défend toujours les droits et on est toujours contre la justice. Alors, l'avenir de la LDH, elle passe d'abord par le présent d'aujourd'hui. Je ne vais pas être très long parce que ça, vous le connaissez et hélas, vous le vivez. Le présent d'aujourd'hui, c'est d'abord l'atteinte aux libertés. Des attaques frontales, comme nous en avons rarement connu. En tout cas, moi je milite, je le rappelais, je ne vais pas insister là-dessus, mais depuis plus de 50 ans, au sein de cette organisation, je crois n'avoir jamais vu, Gilles aussi, tu es comme moi un ancien, je crois qu'on n'a jamais vu des attaques aussi frontales sur les libertés. C'est la liberté associative, on l'a vu avec la loi séparatisme, le contrat d'engagement républicain qui a suivi, ce contrat qui fait obligation aux associations qui veulent solliciter et obtenir des subventions publiques de souscrire le contrat d'engagement républicain, qui est tout sauf un contrat, puisque un contrat en principe, si ça a un sens, ça se discute, ça se négocie. Là, il est imposé, et il impose des engagements, 7 engagements, qui sont des engagements très contraignants et pour certains d'entre eux très pervers. Du type, il ne faut pas rien qui puisse porter atteinte à leur, enfin, susciter une possibilité de porter atteinte à leur public. Bref, la porte ouverte à la répression vis-à-vis des associations, voire à la dissolution des associations. Et on vient de voir récemment, là c'est vraiment une actualité chaude, ce qui se passe avec les soulèvements de la terre, ce qui s'est passé avec quand même les propos tenus par M. Darmanin, puis par Mme Borne vis-à-vis de la Ligue des droits de l'homme, ce qui était relativement inimaginable il y a encore quelques temps. Quand M. Darmanin, répondant à la question d'un parlementaire sénateur, je crois, est venu dire, on l'interrogeait sur les subventions accordées à la LDH, est venu dire oui, il faudra y regarder de plus près par rapport sur les finances de la LDH, par rapport aux actions qui ont pu être menées. C'est quand même, ça nous renvoie à M. Orban et à quelques autres. Hein, c'est exactement le même. Donc voilà, première liberté, évidemment. Deuxième liberté, ça va de pair d'ailleurs, c'est la liberté de manifestation.
Alors certes, il y a des manifestations en France, ça on le voit, sauf que il y a des difficultés pour les manifestants de manifester, à cause du comportement notamment des forces de police, du schéma du maintien de l'ordre et des violences policières. Et ça, on l'a vu dans toutes les manifestations qui ont eu lieu, en particulier à compter du 16 mars 2023, date du vote, de l'adoption au forcing de la loi sur les retraites avec l'usage du 49.3, et on a vu sans cesse un comportement violent. Alors, je ne rentre pas dans le détail, on a dénoncé ça abondamment à la Ligue, de la part des forces de l'ordre. Et qu'on ne vienne pas nous dire oui, mais il y a aussi des attaques contre les forces de l'ordre, ce qui est vrai, et qu'on condamne. Mais ce n'est pas du tout à mettre sur le même plan. Parce que d'un côté, il y a un certain nombre on pense au Black Bloc, de personnes qui viennent pour effectivement casser les flics, c'est pas nouveau d'ailleurs, mais la majorité, c'est pas ça du tout. Ce sont des manifestants pacifiques et le devoir de l'État qui, lui, doit assurer la liberté de manifester. Le devoir de l'État, c'est de permettre aux manifestants pacifiques qui représentent 99% et davantage encore des manifestations, de pouvoir manifester en toute sécurité sans se trouver agressés violemment par les forces de l'ordre. Et puis, on le voit aussi sur une autre liberté qui est gravement menacée, qui est la liberté d'expression. Ça se rejoint d'ailleurs avec les atteintes aux libertés d'association et de manifestation, et en particulier aussi par le contrôle des médias. On l'a vu, on le voit encore aujourd'hui avec le JDD, la nomination assez ahurissante à la tête du JDD, de celui qui vient de se faire virer de Valeurs Actuelles et qui n'est rien d'autre que le porte-parole de l'extrême droite zémouriste. Donc, sans parler de CNews, donc on voit toutes ces libertés qui sont en danger. Au-delà des libertés en danger, il y a tout le phénomène beaucoup plus grave et qui s'inscrit dans le contexte d'une crise démocratique. On voit ce qui se passe au Parlement, le recours au 49.3, etc. Et d'une crise sociale, les deux étant liés, avec la surdité absolue du pouvoir face aux revendications légitimes qui ont pu être menées par rapport au projet de loi retraite en particulier. Et ça va bien au-delà. C'est toute une série de textes qui sont adoptés progressivement, qui sont attentatoires aux libertés et aux droits sociaux et économiques. On peut penser à la dernière loi logement, par exemple, qui criminalise les squats, ce qu'on appelle les squats, qui rend beaucoup plus aisées les expulsions. Bon, une loi vraiment comment dire, c'est une loi du 19e siècle, d'une époque qu'on pensait quand même complètement révolue de protection des propriétaires et au détriment des occupants. On le voit en droit du travail, où le droit du licenciement a été considérablement favorisé, où les syndicats nous disent qu'ils sentent le danger venir par rapport au droit de grève, par rapport aux libertés syndicales. Donc c'est vraiment une attaque frontale. Et puis, au lieu de... Donc on est sur de la répression. Ce qui domine, c'est la répression. Alors que les injustices sociales, les inégalités n'ont jamais été aussi considérables, qu'il y a un taux de précarisation en France qui est de 13%, c'est-à-dire que 13% des personnes en France vivent dans un état de précarité et rien n'est fait pour affronter, pour remédier à ces problèmes. La réponse, c'est répression, 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 et non pas une réponse appropriée. Donc on est dans une situation de danger. On peut compléter, on pourrait multiplier les exemples, pas être trop long, vous les connaissez, vous les vivez et vous luttez contre. On peut voir ce qui se passe par rapport aux immigrés. Le énième projet, alors avec toute les tergiversations, je le voyais encore ce matin dans des alertes par rapport au nouveau projet de loi immigration, un traitement des étrangers qui est absolument scandaleux dans les centres où ils sont consignés, dans les possibilités d'expulsion qu'on veut renforcer, etc. Enfin bon, je passe sur le sujet. Donc on est vraiment dans une situation absolument périlleuse pour ce qui est de ces libertés. Alors,
l'avenir de la LDH par rapport à... Et j'ajoute, bien sûr, pour ne pas l'oublier, que tout ce climat, tout ce contexte se traduit dans une montée, évidemment, de l'extrême droite, montée de l'extrême droite politique, avec au Parlement les 89 parlementaires RN, députés RN à l'Assemblée nationale, le parti zémouriste, et puis les groupuscules d'extrême droite qui ressurgissent, qui renaissent, et la multiplication des actes de violence, des propos antisémites, des propos xénophobes, des propos racistes, des propos anti-LGBTI, et des actes à l'appui qui font que la LDH est vent debout, et que tous les jours, pratiquement, je peux dire, de ces temps derniers, en tant que président de la LDH, comme je suis de très près, évidemment, les actions juridiques et judiciaires que nous sommes amenés à intenter et que je représente en tant que président, même légalement, la Ligue des droits de l'homme, je peux vous dire que c'est tous les jours qu'avec le service juridique formidable que nous avons heureusement à la LDH, mais je dis bien formidable, je ne sais pas, je le dis à ma grande surprise parce que je ne pouvais pas imaginer que nous ayons des gens de cette compétence pour gérer tout ça. Donc ils sont 3 personnes, François-Xavier, Véronique et Catel, et tous les jours on est sur le pont pour venir en soutien d'actions juridiques parce qu'on est saisi par nos sections de tracts antisémites, d'actes violents, voilà. Et puis vous savez ce qui s'est passé, vous êtes dans une région qui connaît bien ces problèmes avec Canax, Saint-Brévin, etc. Voilà la situation. Si j'évoque la situation présente pour parler de l'avenir de la LDH, c'est, je crois que l'avenir, c'est l'avenir immédiat d'abord, avant toute autre chose. Et l'avenir immédiat, c'est de voir comment nous pouvons nous mettre en ordre de marche pour combattre tous ces maux du moment et essayer de faire en sorte qu'on n'aille pas vers ce qui nous attend, a priori, ce qui nous est annoncé et ce qui devient probable, ce qu'on ne pensait pas non plus il y a encore quelques années. Alors, la réponse, je pense que c'est d'abord une réponse de renforcement de la Ligue, et M. Darmanin, c'est bien le seul remerciement qu'on puisse lui adresser, mais bon, il faut dire qu'il nous a renforcés. Il nous a renforcés parce qu'on a eu de nouvelles adhésions, qu'on a eu aussi de l'argent qui est rentré du fait de ces adhésions, mais aussi du fait de dons qu'on a pu avoir. Alors, malheureusement, je ne vous dis pas pour autant on est devenu riche et que les inquiétudes subsistent, parce qu'on nous menace toujours, quand même, c'est quand même toujours sous-jacent, cette menace de suppression des subventions. Il faut bien dire que si cela intervenait, nous serions en difficulté. Il ne faut pas se le dissimuler. Les subventions représentent à peu près le tiers du budget de la LDH, budget qui est lui-même très, très insuffisant par rapport à toute la tâche que nous avons à accomplir et à tout le travail que nous avons à faire. Donc vous voyez qu'on ne va pas crier victoire parce qu'on a eu là, effectivement, toutes ces arrivées, toutes ces adhésions avec les cotisations correspondantes et les dons. Mais bon, c'est quand même du positif. Donc il faut continuer d'enclencher cette mécanique de soutien, d'adhésion, et puis savoir aussi conserver, et on peut peut-être échanger avec vous là-dessus d'ailleurs, conserver les nouveaux adhérents, les nouvelles adhérentes, que ce ne soit pas feu de paille et qu'on ne les voit pas repartir aussi vite qu'ils sont arrivés ou qu'elles sont arrivées. Et je vois ici, c'est pas, je me place dans ce registre puisque je suis de cet âge, je vois que nous sommes quand même surtout, pour l'essentiel, à part une dizaine de personnes, bienvenus, nous sommes quand même des gens d'une génération, de la génération qu'on va qualifier des personnes âgées. Donc il faut, alors heureusement, il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement, on l'a vu au dernier congrès, et il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent, qui sont prêts. Mais il faut savoir aussi les accueillir, les motiver, car les jeunes, ils ont tendance d'abord, ils sont pris par d'autres choses, par d'autres problèmes, puis ils ont tendance à aller vers des causes spécifiques, en pensant que l'investissement et le retour sur investissement sera plus immédiat. On peut penser au climat, on peut penser... Il faut les convaincre que la Ligue, c'est tous les droits, toutes les libertés, et y compris le climat. Je vais y venir d'ailleurs, je terminerai peut-être par là, l'environnement et tout ça qui nous motive dans notre LDH d'avenir. Mais voilà, notre combat immédiat, c'est ça. Le deuxième point, dans l'avenir LDH, c'est un avenir qui ne peut pas être un avenir refermé sur nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille avec les autres, avec les associations, les syndicats,
avec aussi en lien, on n'est pas fait pour être, et parfois on pose la question, on pose souvent la question, est-ce que la Ligue, vous n'êtes pas une association politique? Oui, on est une association politique, on est au sens noble du terme, on est dans le jeu et dans le débat politique. Pour autant, on a toujours eu pour constante, vous le savez, de ne pas être ni inféodé, ni assimilé à tel ou tel parti politique, même si globalement, on le sait très bien, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt, on est une association, et on le revendique, on le restera de gauche. Mais voilà, donc avec aussi en lien avec les partis. Et c'est cela que nous sommes en train de faire, tant bien que mal, au sein, vous en avez entendu parler bien sûr, des Assises nationales de la liberté qui ont été créées récemment, mais bien avant, nous avons mis en place, avant la loi séparatisme, grâce à Malik Salancourt, qui me précédait en tant que président, puis beaucoup d'autres de la Ligue, qui ont très vite compris, avant la loi séparatisme, qu'il fallait rassembler. Et on a rassemblé au siège de la Ligue, on a eu une réunion il y a 3 ou 4 semaines, au sein de, c'est un groupe qui reste informel, qu'on appelle Démocratie, Droit et Liberté. Il y avait plus de 60 organisations représentées, des associations de jeunes, les associations avec lesquelles on travaille traditionnellement, bien sûr, bon, je pense au MRAP, à la CIMAD, au SAF, au SM, j'en oublie, et puis les syndicats. Et on avait la FSU, Solidaire, la CGT et quelques autres, et on essaye d'élargir à des syndicats avec lesquels on reprend des contacts qui avaient été un peu rompus pour des raisons que vous épargne, comme la CFDT, l'UNSA. Donc on essaye vraiment de rassembler au maximum pour qu'il y ait un combat et des plateformes communes d'action et de revendication. Donc ça passe par cela. Alors, si l'on va plus loin, puis je vous laisserai, je ne veux pas être trop long et je préfère qu'on ait un débat, si l'on va plus loin sur l'avenir, la LDH et l'avenir, il y a, vous le savez aussi, une réflexion sur l'avenir de la LDH qui a été entamée. Ça a été évoqué lors du dernier congrès, ça a encore été évoqué lors de notre convention nationale qui a eu lieu au début du mois de juin. Donc, il y a un groupe de travail, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur la notion d'avenir de la LDH. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut évidemment réfléchir à l'avenir de la LDH, ça va de soi. Mais j'ai vécu à la FIDH quelque chose que je ne voudrais pas voir se renouveler à la LDH. C'est-à-dire qu'à force de penser d'avenir, de plan quinquennal, de plan décennal, on en perd le combat du moment et le combat de l'immédiateté. Et c'est pour ça qu'on reste dans ces deux perspectives. Le combat du moment, le combat de l'immédiateté, les mois, les années à venir, et puis une réflexion à plus long terme. La réflexion à plus long terme, évidemment, elle nous a amené à élargir nos combats. Et je vais en citer un en particulier, qui est celui sur l'environnement, l'écologie, l'environnement. Et là aussi, depuis, on a dans nos statuts, on a intégré, d'ailleurs dans l'objet, ça n'y figurait pas, au dernier congrès à Marseille en juin 2022, on a intégré dans l'objet de la LDH la défense du droit à l'environnement. Et grâce à quelques-uns, je pense à Isabeau qui est là, mais à Lionel, qui est un de nos membres du bureau national, et qui est un des secrétaires généraux aussi, puis beaucoup d'autres. Mais je pense particulièrement, parce que je vois Isabeau et je sais qu'elle travaille en étroit contact avec Lionel, on fait beaucoup d'actions, y compris sur le terrain, là aussi judiciaire, sur lequel on rentre. Par exemple, je reviens de Guadeloupe, où j'étais avec nos amis des deux sections locales de la Guadeloupe. On est sur le terrain d'un combat mené par des personnes physiques et donc la Ligue des droits de l'homme sur une plainte pénale que nous avons déposée pour le problème de l'eau en Guadeloupe, qui est une véritable calamité. C'est une catastrophe. L'eau est polluée, les canalisations sont dans un état absolument désastreux, et il en résulte donc des atteintes à la santé et des risques pour la vie même des Guadeloupéens, ce qui nous permet d'agir, parce que, si vous voulez, je ne veux pas rentrer dans le détail technique, mais du fait que nous avons dans nos statuts le droit à l'environnement seulement depuis une année, il faut attendre 5 ans pour que notre action soit recevable à agir sur le seul fondement des atteintes au droit de l'environnement. Et quand on peut élargir sur des atteintes au droit à la vie, au droit à l'intégrité physique, nous devenons recevables. Donc ça, c'est en Guadeloupe. On agit également en Guyane
sur des problèmes liés à la déforestation avec l'implantation d'une centrale électrique qui aboutit évidemment à une déforestation massive avec un village là-bas, je dirais pas que c'est un village gaulois en Guyane, ce serait malvenu, mais un petit village qui s'appelle Prospérité, et avec un chef coutumier qu'on a rencontré à Paris, qui est venu nous expliquer le combat que mène ce village. Eh bien là aussi, on mène des actions, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour protester. C'est vous dire qu'il y a tous ces combats qui seront menés. Alors, les autres combats, ils touchent aussi tous les moyens modernes liés à la communication. Ils touchent à ce qui peut être la cybercriminalité, aussi tout ce qu'on peut voir, tout ce qui peut être, voilà. Et puis, également, tout ce qui peut être lié à la biologie. Il y a énormément de la bioéthique, beaucoup d'autres terrains d'action qui étaient un peu moins familiers, mais sur lesquels, par exemple, avec le groupe santé, nous investissons. Alors, pour terminer, j'évoquerai, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, les droits des femmes. Les droits des femmes, il y a eu quelques échanges tout à l'heure sur les femmes. Alors c'est vrai que tu as eu raison de rappeler que ça avait été évoqué au début du siècle, mais ça n'a pas immédiatement été répercuté ni dans les actions, ni dans la composition. Aujourd'hui, je dois dire que au Bureau national, je crois qu'il y a une majorité de femmes. Bon, il y a un président, je suis désolé, je suis un homme, je ne vais pas changer de sexe à mon âge, mais j'ai une vice-présidente très active, donc on forme quand même un duo, je vais dire. Et puis, au sein du comité national, il y a beaucoup de femmes, et dans les adhésions, tu le rappelais tout à l'heure, il y a un peu plus en pourcentage de femmes que d'hommes. Enfin, c'est relativement équilibré, ce qui est bien. Il ne s'agit pas non plus, comme dans la magistrature, de passer d'une époque où il y avait 70%, que j'ai connu, 70% d'hommes et 30% de femmes, à une situation inverse. C'est jamais bon quand ça bascule d'un côté ou de l'autre. Donc je pense que là on est en train de trouver un équilibre. Pour autant, ça a été dit tout à l'heure, le combat reste à mener. Il ne faut pas se leurrer. Ce combat en faveur du droit des femmes, il reste à mener, pas seulement à l'intérieur de notre organisation, où je pense qu'on est en train quand même relativement de gagner, mais on voit très bien quand vous regardez par exemple les postes de responsabilité les plus importants, même dans le domaine politique, où on a beau vous dire que, par exemple, dans le gouvernement actuel, ce qui est vrai, il y a autant d'hommes que de femmes, qui n'empêche que, bien, il reste. Et quand on voit le monde de l'entreprise, c'est encore plus inégalitaire. Donc ce combat-là, et dans la vie du travail, reste complètement amené. Reste la question du nom, on ne va peut-être pas rentrer dans un débat, c'est en débat aussi, le nom de Ligue des droits de l'homme. On essaye d'insister beaucoup aujourd'hui sur LDH, qui est notre site, et là qui est LDH, donc c'est Après, c'est un débat que nous avons, que nous aurons encore, sur lequel nous travaillons. Ce qui est compliqué, simplement, c'est qu'on se fonde sur les déclarations françaises des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça, ce sont des noms qui ne changent pas. La Déclaration universelle des droits de l'homme, les Anglais, ils ont de la chance parce que ça leur permet de dire Human Rights. Donc, tandis que nous, quand on cite ces Déclarations universelles des droits de l'homme. Donc, c'est ce qui continue de poser des problèmes dans un changement de nom où la Ligue est restée quand même avec l'image très liée à la Déclaration des droits de l'homme. Mais pour autant, voilà, le débat est ouvert. On verra ce qu'il en résultera et il va de soi qu'on reste ouvert à ce que, en tout cas, la Ligue des droits de l'homme apparaisse bien comme la Ligue de défense, je le disais, l'anglais, des droits, de tous les droits, de toutes les libertés pour tous et toutes, qui veut dire, bien sûr, tous et toutes. Voilà, bon, j'ai été trop long et insuffisamment d'une certaine manière parce que l'avenir de la LDH supposerait beaucoup d'autres développements, mais on peut, et je pense qu'on va le faire, avoir évidemment un échange sur tel ou tel des sujets que vous souhaitez aborder, telle ou telle des questions ou des propositions ou des critiques aussi, qui sont toujours bienvenues parce qu'elles nous font évoluer. Merci. Bien, merci Patrick. C'est vrai que
C'est un exercice extrêmement difficile parce qu'on est limité dans le temps et le sujet est très vaste, mais je crois que tu as été précis, concis et en tout cas mis le doigt sur les éléments essentiels. Et je pense que maintenant il y aura des questions, des remarques qui vont nous permettre de peut-être rentrer dans certains détails. Je passe la parole tout de suite pour commencer. Merci bien, monsieur, tout ce que vous nous avez dit. Mais alors moi, je pense justement à quelque chose de très concret. Des gens dont on ne parle jamais, qui sont des gens invisibles, puisqu'ils sont enfermés dans les prisons. Alors là, il y a le problème des prisonniers et de la façon dont ça se passe en France, d'une façon très indigne, les gens qui sont enfermés dans des cellules qui sont à 3 ou 4, où on ne respecte même pas leurs droits fondamentaux. Alors moi je pense que la Ligue des droits de l'homme a quelque chose à faire là. Moi j'ai entendu ce matin justement que le gouvernement, pour résoudre ce problème, eh bien, ils vont construire 15 000 prisons. Mais il paraît que ça fait très longtemps qu'on le dit et ça ne se fait pas. 15 000 prisons, je crois. Excusez-moi, c'est bien 15 000 quand même. 15 000 places, mais il paraît, j'ai entendu aussi qu'on dit ça depuis longtemps, et finalement ça ne se fait pas, et depuis le temps aussi que la France est condamnée par les droits de l'homme aussi pour ça. Et qu'est-ce que la Ligue des droits de l'homme peut faire pour ça? C'est vrai que ce sont des gens qu'on ne voit pas. Effectivement, ils sont invisibles. Est-ce que c'est pour ça justement qu'on ne fait rien? Enfin, on ne fait rien. Je ne dis pas qu'on ne fait rien, mais pas assez, puisque le problème n'est pas du tout résolu depuis des années qu'on en parle en France. Merci de votre réponse. C'est un scandale absolu qui est dénoncé depuis longtemps, mais qui va s'accroissant, puisque la surpopulation carcérale n'a jamais été aussi importante, avec des conditions de détention indignes. Alors, vous avez vu peut-être, il y a encore un rapport qui vient d'être fait par Dominique Simoneau, qui est la contrôleuse des lieux de détention, qui vient de faire un rapport là plus spécifiquement sur les centres de rétention administrative, qui est mais affolant. Elle a visité un certain nombre de centres, y compris un qui est assez récent, je ne sais plus si c'est à Lyon, je crois, ou ailleurs, qui était censé être moins mal ou mieux que les autres, j'en sais rien. C'est hallucinant. Alors, la loi justice, qui est en cours d'ailleurs, ou c'est celle qui a été adoptée, je ne sais plus très bien, parce qu'il y a eu la loi LOPSI, puis maintenant il y a une loi justice en cours, toujours est-il que Dupond-Moretti clame qu'il va y avoir 15 000 places de prison supplémentaires. Alors on pourrait dire, bon bah ça va, voilà. Sauf que toute l'expérience du passé a prouvé que quand on crée des places de prison supplémentaires, ça va permettre non pas de mettre fin à la surpopulation carcérale, mais d'emprisonner encore davantage de monde. Et donc, en fait, ça va être très vite occupé et ça risque de ne pas changer grand-chose, outre le temps de construction. C'est-à-dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et le vrai problème aussi, c'est qu'on recourt beaucoup trop à l'emprisonnement, à défaut de recourir aux peines de substitution. On a beau dire, moi je connais ça depuis toujours en tant qu'avocat, c'est déjà ce que je disais quand j'ai commencé et que je faisais à l'époque beaucoup de commissions d'office et d'assistance judiciaire. Je ne fais plus maintenant, je ne le cache pas, mais je le faisais beaucoup à l'époque, on disait déjà ces choses-là. Mais ça ne s'est pas arrangé. Alors, la Ligue des droits de l'homme, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, on a auditionné, je dirais que ce n'est pas suffisant, mais ça nous éclaire quand même. On a auditionné récemment Dominique Simoneau lors d'une réunion du comité national, et on a un groupe qui travaille aux prisons, qui travaille spécifiquement sur ces questions d'administration pénitentiaire, avec 2 responsables qui font un travail formidable et qui essayent, dans la mesure de nos moyens, d'attirer l'attention à travers des interventions que nous faisons, des communiqués que nous prenons, des tweets que nous envoyons, des réunions comme celle d'aujourd'hui où nous évoquons ces problèmes. On essaie d'alerter sur ces questions avec les moyens qui sont les nôtres, si vous voulez. Et aussi d'intervenir auprès des parlementaires. Il y a eu je crois qu'il y a eu des courriers qui ont été envoyés, notamment aux parlementaires, pour leur dire qu'il fallait
améliorer la situation dans les prisons et non pas seulement se contenter de dire on va construire des places supplémentaires, mais d'une part dire que là où existent ces lieux de détention abominables, on améliore aussi les lieux eux-mêmes, qu'on ferme des prisons qui sont complètement vétustes, ce qui a été le cas, je crois, à Clairvaux, mais bon, il y a beaucoup à faire. Voilà, on est vraiment, c'est simplement pour vous dire que c'est effectivement une de nos priorités quand même, mais avec les moyens qui sont les nôtres. Alors on agit avec d'autres là-dessus, par exemple le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, et puis le GISTI, la CIMAD, l'OIP, tu as raison, j'en oublie forcément, mais il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur ce terrain, avec un garde des Sceaux qui a été pourtant, à l'époque, quand il était avocat, qu'il plaidait dans les procès d'assises, il était le premier à dénoncer ce qui se passait dans pour les conditions de détention en prison, et aujourd'hui il fait la sourde oreille sur beaucoup de nos revendications. Ce qui est quand même, je dois dire, ça pose quand même un problème de positionnement et de respect qu'on peut avoir pour un homme qui aujourd'hui fait le jeu du pouvoir dans des conditions qui ne sont pas admissibles dans ses positionnements au regard des conditions de détention. Il est vrai qu'on a organisé dans cette même salle il y a quelques mois un après-midi consacré à la bande dessinée BD Prison, puisque la LDH a été impliquée là-dedans et que nous avons eu recours effectivement aux membres de ce groupe qui nous ont fait des interventions particulièrement pertinentes sur ce sujet-là. D'autres points? Oui. Pour l'avenir, vous avez parlé des jeunes. Et alors, effectivement, je pense que c'est là le point essentiel, le point important. Alors, qu'est-ce que vous faites pour mobiliser les jeunes? Faites-vous des conférences dans les lycées, les universités, dans les lieux où on rencontre des jeunes? Voilà la question que je vous pose. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps avec notre directrice Lydia. Nous étions tous les deux à remettre un prix de concours de plaidoirie à Guise. C'était le prix des concours de plaidoirie des Hauts-de-France. Donc on travaille avec des établissements scolaires, avec les universités, etc. pour ce genre de manifestations qui motivent des jeunes qui peuvent être alors soit en âge scolaire, soit en âge universitaire. Là je vais aller, la semaine prochaine, je vais à Ajaccio, où là on va remettre aussi le prix aussi des concours de plaidoirie, aussi avec le recteur de l'académie. Bon, ça c'est un des aspects, c'est un des volets. On est très présent par exemple dans certains départements comme la Seine-Saint-Denis, où on travaille aussi avec tout ce qui peut être les associations liées aux jeunes, les établissements scolaires. Bien. Et puis, il y a quelque chose qui motive les jeunes. Je pense aux observatoires. Les observatoires qui ont été créés en 2019, alors là on a Nathalie Théiot qui travaille beaucoup là-dessus avec d'autres, qui est membre du Bureau national, les observatoires des libertés publiques et des pratiques policières. Et donc il y a des observateurs, observatrices qui assistent, vous savez, puisque ça a donné lieu à beaucoup de débats à propos de Sainte-Soline notamment. Entre parenthèses, on va faire prochainement une conférence de presse pour sortir le rapport sur Sainte-Soline, un rapport très complet fait par les observatoires. Et donc là, les jeunes, ce sont des thèmes, les violences policières, ça les réunit, ça les rassemble, ça les motive et ça les amène vers la LDH. Autrement, comment attirer les jeunes? Ben là, il se trouve qu'à travers la publicité, je me disais, qui nous a été faite involontairement sans doute par M. Darmanin, parmi les adhésions, il y a eu pas mal de jeunes. Et puis ça dépend aussi un peu des sections, ça dépend un peu de vous aussi, de savoir attirer les jeunes par les actions que vous menez localement, les actions en faveur des étrangers, les actions justement sur les violences policières, les actions sur les violences de l'extrême droite, hein, donc essayer de... Et on voit quand même un mouvement qui se crée comment vous dire, il y a quelque chose quand même qui se passe, et je crois qu'on est en mesure là de faire adhérer, de rassembler
plus peut-être il y a quelques années les jeunes. Mais c'est embryonnaire, il est sûr que c'est compliqué. Et c'est compliqué, comme je le disais, parce que les jeunes, ils vont beaucoup vers plutôt des actions plus ciblées par les thèmes retenus. Il y a un autre problème pour les jeunes qu'on a observé, j'en ai discuté longuement à Rennes, où j'étais pour le Festival du film, là il y a quelques semaines, c'est que quand on discute avec les jeunes, c'est pas du tout ce qui se passait à notre époque, je dirais, où nous avions une stabilité dans les études. Quand j'ai fait mes études à Paris, j'ai fait mes études de droit, j'ai fait Sciences Po, je suis resté 6 ans étudiant, et là j'étais au PSU, j'étais, voilà, bien, et je restais 6 ans au PSU, ou à la Ligue des droits de l'homme. Là maintenant, les jeunes, ils restent pas forcément très longtemps au même endroit. C'est pas seulement Erasmus, hein, c'est beaucoup de choses. Ils vont à l'étranger, ils circulent, ils font des études beaucoup plus diversifiées, ce qui fait qu'ils ont à peine le temps de s'inscrire, vous voyez, dans une association. Donc il y a plein de choses qui rendent cela difficile. Le deuxième point que je voudrais quand même souligner, c'est que je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on soit seulement dans la recherche du jeunisme. Il faut qu'on ait des jeunes, et on manque de jeunes. Il faut continuer, il faut se battre pour convaincre les jeunes d'adhérer à l'aide. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait des personnes, je dirais, comme la plupart d'entre vous, qui sont ici présents ou présentes. Pourquoi? Parce que quand on arrive à l'âge de la retraite, on a du temps. Et qu'on a besoin aussi de personnes qui aient du temps pour s'investir dans la Ligue. Et on le voit, y compris dans nos organes dirigeants, parce qu'on voit que, je vois Isabeau ici, qui travaille beaucoup, mais qui est en activité professionnelle et qui est membre du bureau national, qui est secrétaire général et qui consacre beaucoup de temps. Et elle sait à quel point c'est difficile de conjuguer le temps de l'activité professionnelle, de la vie active, avec un investissement conséquent dans la vie associative. Alors que nous avons au bureau national des personnes qui sont en retraite et qui sont en mesure de consacrer davantage de temps. Et ça nous est extrêmement précieux d'avoir au bureau national, au comité national, dans les sections, dans les fédérations. Donc il faut qu'on ait un melting pot là-dessus. Alors ce qui est le plus compliqué en réalité, c'est souvent l'intermédiaire d'ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait toute génération au sein de la LDH pour qu'on soit le reflet des problèmes sociétaux, des problèmes de combat à mener. Et c'est pas évident parce qu'il y a les contraintes aussi économiques qui pèsent sur là, je pense, entre les jeunes et les personnes âgées, il y a toute la personne de la vie active, et il y a des contraintes économiques fortes qui font que les hommes, les femmes ont parfois des difficultés à trouver le temps, la possibilité, les moyens à tous égards. Donc ce n'est pas simple. Mais il faut qu'on réussisse à donner cette image de marque jeune. Et les observatoires, par exemple, je crois que c'est un bon signe, un bon signal, un bon moyen de faire adhérer. On est allé au-delà de ton espérance. Nous avons à Saint-Malo mis en place cette année pour la première fois les concours de plaidoirie dans les lycées, avec Beaupertuis à Saint-Malo et sur le lycée professionnel de Dole de Bretagne. Et je peux en parler parce qu'on a la chance d'avoir dans cette salle non seulement Céline, qui a été le professeur qui a supporté la classe de seconde dans laquelle a été mis en place ce concours de plaidoirie. On a eu Isabelle qui était la présidente du jury et Jean-Pierre qui est avocat au barreau de Saint-Malo-Dinan qui était membre du jury. Alors effectivement, ces jeunes de seconde sont encore un peu tôt pour qu'on puisse les encarter, entre guillemets, à la Ligue des droits de l'homme, mais d'après les constats et les discussions que Céline a eues, on a travaillé sur la base, et uniquement sur la base de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui était finalement leur fil conducteur, et pour certains, ça a été, pour presque tous, ça a été une découverte, et finalement, un élément dans lequel il semblerait être d'accord pour s'engager. La preuve, c'est que si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, il y en a qui ont déjà levé la main pour pouvoir refaire un concours de plaidoirie l'année prochaine quand ils seront en première. Donc, membre de l'association ATTAC, qui est au premier chef concerné par le décret d'interdiction des soulèvements mandataires. Et donc, je voulais vous remercier d'abord pour les paroles fortes que vous avez prononcées sur le droit de manifester, la criminalisation des manifestants.
sur les contraintes vis-à-vis du fonctionnement démocratique des associations. Et je voulais vous dire qu'à ce sujet, l'association ATTAC est convoquée à une commission d'enquête parlementaire lundi en conséquence de ce décret d'interdiction des soulèvements de la terre. Voilà. Et je voulais vous demander aussi, excusez-moi, juste une dernière chose. Vous avez parlé des jeunes et les associations ont toutes le même problème. Et je voulais vous poser la question concernant les modalités de manifestation. C'est-à-dire on parle beaucoup maintenant de désobéissance civile. C'est une modalité qui semble, en ce qui concerne notre association, de nature à motiver, on dirait, la participation des nouvelles générations. Et je voulais savoir ce que la LDH, sur ce point particulier du droit, souhaitait dire. Oui, moi, je partage complètement ce que vous avez dit par rapport aux atteintes à la liberté. C'est quelque chose qui m'inquiète, moi, prodigieusement. Je me demande quel monde je vais laisser à mes enfants, mes petits-enfants. Mais je lisais aujourd'hui qu'à Montpellier, il y avait, aujourd'hui et demain, il y avait eu deux manifestations de déclarés en soutien à la Palestine. Comme d'habitude, ces deux manifestations ont été interdites. Et dans la liste pourquoi on interdisait cette manifestation, donc il y a la crème des violences, mais cerise sur le gâteau, la manifestation d'aujourd'hui était prévue un jour de Shabbat. C'est quand même une interrogation qu'on puisse interdire une manifestation, parce que donc demain on va interdire une manifestation parce que dimanche on ne peut plus manifester parce qu'il y a la messe, mais interdire une manifestation pour la Palestine parce que c'est un jour de Shabbat, moi j'avoue que je suis un peu... Juste pour compléter ce que Morissette vient de dire, à Lyon, c'est grâce à un référé liberté de la LDH qu'une conférence de Salah Hamouri a pu se dérouler, puisque là aussi, pour une raison très obscure, d'après ce que j'ai pu lire, cette conférence avait été interdite et par le maire, enfin, et par le préfet et par le maire, mais sous la pression du préfet, je crois. Je vais répondre parce que premièrement, sur la convocation que vous avez reçue devant cette commission, c'est une commission d'enquête parlementaire qui est très biaisée, qui invite un certain nombre d'organisations, dont ATTAC, Amnesty, la LDH, qui n'invite pas d'ailleurs, qui oblige à venir, entre parenthèses, parce que nous, on avait décliné l'invitation dans un premier temps, on nous a dit qu'on était tenu de venir. Parce que c'est vrai que les commissions parlementaires ont des pouvoirs d'investigation et même de contrainte. Et c'est une commission, alors j'ai plus le titre exact en tête, mais le titre lui-même est très révélateur, qui est sur les conditions de déroulement des manifestations sur une période déterminée, qui, sauf erreur, s'échelonne entre le 16 mars et le 3 mai, par rapport aux violences qui ont été commises. Donc c'est très biaisé. Et il se trouve que ce matin, en venant en train, j'ai vu, alors parce que nous sommes aussi convoqués, c'est Nathalie Théiot qui nous représentera, et elle a reçu, je crois qu'elle m'a transmis le questionnaire qui a été adressé à ATTAC, parce qu'on est en lien avec vous, avec Amnesty là-dessus, et c'est effectivement très biaisé. Ceci étant, si vous voulez, c'est pas seulement lié, c'est même pas lié à la décision des soulèvements de la terre qui a été prise cette semaine, puisque cette commission a été créée avant, d'une part, et que nous avons reçu la convocation, l'invitation convocation avant. Donc on va, de toute façon, on ne peut pas ne pas y aller, puisqu'on sort d'obligation, mais c'est une obligation, mais on ne répondra pas à certaines questions. Bon. Alors, ceci étant, ça nous permettra aussi de faire valoir notre position, par contre, quand même, sur, justement, par rapport aux questions posées. Alors, deuxième point que vous avez évoqué, c'est la notion de désobéissance civile.
Bon, premièrement, je n'ai pas eu le temps d'évoquer trop longuement, mais vous êtes parfaitement là aussi au parfum, je dirais. Il y a des atteintes considérables portées aux mouvements écologistes et environnementaux, le terme éco-terrorisme qui a été utilisé, la motivation du décret de dissolution des soulèvements de la Terre. Bon, il y a une attaque frontale, c'est bien évident, pour essayer de discréditer, voire de criminaliser le mouvement écologiste au sens large. Sur la désobéissance civile, vous savez qu'il y avait eu un atelier, qu'il y a un atelier qui s'est tenu de désobéissance civile au mois de septembre 2022 dans le cadre de 2 journées organisées par Alternativa Poitiers, et qu'il y avait eu, donc il y a un atelier de désobéissance civile. Il y avait eu une subvention accordée par la maire de Poitiers, qui est en même temps la présidente de la communauté d'agglomération, et le préfet c'est la Haute-Vienne, je crois, pour Poitiers, le préfet de la Haute-Vienne a demandé à la maire de retirer les subventions, ce qu'elle a refusé de faire, ce qui fait que le préfet a saisi le tribunal administratif pour que la maire soit condamnée à retirer les subventions. Donc nous intervenons, la Ligue et beaucoup d'autres organisations, et dans notre mémoire, nous développons ce qu'est un atelier, dans notre mémoire devant le tribunal administratif, ce qu'est un atelier de désobéissance civile et ce qu'est la désobéissance civile, qui est parfaitement légitime et qui n'est pas un mouvement prenant la violence contre les personnes, mais qui estime que dans certains cas, il faut faire des actions qui peuvent être des actions, on va le dire, je schématise, qui peuvent être des actions coup de poing ponctuelles. Puis je crois qu'au-delà de tout ça, ce qu'il faut quand même bien mettre en exergue dans les discussions ou dans les débats, c'est que finalement, on incrimine une violence qui serait une violence écologiste, qualifiée d'éco-terroriste par notre ministre de l'Intérieur. Mais ce qu'il faut surtout incriminer, c'est la violence d'État. Car aujourd'hui, on vit une violence d'État à travers les violences policières et y compris à travers les violences imposées de détérioration de notre environnement, de la planète au sens large. On lutte contre une violence étatique. Et donc il y a une légitimité à lutter contre cette violence-là. Donc là-dessus, alors après, bon, j'indique qu'on peut avoir, je le dis très, très franchement, et avec la même liberté et la même transparence, on n'approuve pas forcément le recours à des violences qui peuvent être excessives contre la police, mais qui sont ponctuelles. On n'a pas plaisir à penser qu'on va jeter un pavé sur un policier et qu'on risque de porter atteinte à sa vie. C'est pas ça qu'on dit. Mais c'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la désobéissance civile et la possibilité légitime de lutter, ce qui a été le cas récemment sur Lafarge, la troisième question, c'est sur la liberté de manifester que vous avez évoquée à travers une manifestation à Montpellier. À Montpellier. Alors oui. Alors là-dessus, c'est un vrai scandale. C'est un scandale. Ce qui est un scandale absolu. Je ne vais pas partir trop longuement là-dessus parce que là, je suis parti pour une demi-heure. Non, je m'en excuse, mais ce qui est un scandale absolu, c'est quand même qu'on ne puisse pas dénoncer les violations, mais plus que les violations, des droits et libertés commises par l'État d'Israël, le gouvernement d'Israël, contre les Palestiniens. Enfin, c'est hallucinant, quoi. On ne demande rien d'autre à l'État d'Israël que ce qu'on demande à tous les autres États de la planète, c'est-à-dire de respecter le droit international, la colonisation, l'occupation. Il y a des résolutions des Nations Unies, la plus ancienne sur ce sujet remontant, je le rappelle quand même, à 1967, qui ne sont pas appliquées, qui sont violées et qui sont de plus en plus violées par l'État d'Israël, avec aujourd'hui quotidiennement des crimes de guerre qui sont commis par l'État d'Israël. Et on n'aurait pas le droit de manifester pour dénoncer cela. Alors là, il y a vraiment une sorte de tyrannie exercée par certains mouvements
Et je vais terminer, parce que sinon je vous dis, je sais qu'on est tous, encore une fois, on nous accuse tout de suite, sous prétexte qu'on dénonce ça. Ah oui, mais si vous dénoncez ça, c'est un petit relent d'antisémitisme. Non, bien sûr que non. Et on luttera jusqu'au bout et avec force, puisque c'est un combat majeur, contre l'antisémitisme. Mais on luttera avec la même force pour le respect des droits des Palestiniens, tout simplement. Et sur Salah Hamouri, c'est un combat qu'on a déjà mené à Nancy, où on a déjà obtenu une ordonnance favorable du président du tribunal administratif de Nancy, où là aussi, c'était le préfet, je crois, à Nancy, il avait interdit une conférence à laquelle devait participer Salah Hamouri, et en liberté, en référé liberté, devant le juge du tribunal administratif, on a gagné, la conférence a pu se tenir dans d'excellentes conditions, et là, c'est quand même dommageable. C'est le maire écologiste de Lyon qui a pris un arrêté qui interdisait donc cette conférence qui devait se tenir en présence d'une part de Salah Hamouri et d'autre part de Jean-Claude Samouillet, le président d'Amnesty France, hein, et c'était l'annonce, l'invitation à cette conférence, on les voyait tous les deux, et bien cédant aux pressions d'organisations juives extrémistes qui sont les porte-paroles de M. Netanyahou en France, le maire, prétextant qu'il pouvait y avoir des troubles à l'ordre public, avait jugé bon de prendre cet arrêté d'interdiction. Nous sommes allés, alors évidemment les avocats de Salah Hamouri à chaque fois saisissent le tribunal, et nous sommes allés appuyer cette démarche. On a d'ailleurs fait un référé, parce que souvent on intervient volontairement aux côtés de ce qu'on appelle une IV, c'est-à-dire qu'il y a un recours qui est exercé par une assignation en référé, et on fait une intervention volontaire. Là, on est allé au-delà, parce qu'on a considéré que c'était vraiment inadmissible. On a fait, nous aussi, une assignation en référé, représentée par Marion Ogier et Lionel Crusoe, qui sont nos avocats habituels dans ce type d'affaires, et on a obtenu une excellente décision, très bien motivée, du président du tribunal administratif. Donc heureusement, de temps en temps, on a encore la justice pour mettre un coup d'arrêt à ces dérives de chantage, de pression, qui sont inadmissibles. Et ça, il faut vraiment dénoncer cela, parce que où va-t-on? Et alors, c'est vrai, j'ai vu alors je sais pas, j'ai pas eu le temps, j'ai vu ça hier soir, je ne sais pas ce que ça donne, s'il y a eu un référé pour permettre l'exercice de cette manifestation. Nous, on n'a pas été directement saisis, mais comme vous le disiez, où va-t-on si on ne peut pas, alors, en invoquant le fait que ça serait Shabbat aujourd'hui, mais là c'est extrêmement grave, je veux dire, gravité extrême. C'est une atteinte à la liberté de manifester et d'expression considérable. Bonsoir, Monsieur Baudouin. Je prends la parole pour évoquer plusieurs situations. En fait, c'est pour porter témoignage sur à la fois l'intérêt des jeunes vis-à-vis de la situation actuelle, de l'évolution extrêmement préoccupante de l'état du droit aujourd'hui, qui, pour moi, m'amène à dire que l'avenir, on va déjà régler ce qu'il y a en ce moment. Et je voulais simplement évoquer la situation dans laquelle s'est trouvé mon fils, qui s'est retrouvé en garde à vue le 7 mars, en sortant de manifestation à 16h, sur aucune base, et qui est resté 45 heures. Pendant 2 jours, je n'ai pas eu de nouvelles de sa part. Alors, il y a eu un renouvellement de la garde à vue au bout de 24 heures. Il a été présenté devant l'IGT. Le seul sujet qu'il avait, c'est qu'il s'était présenté, il avait un gant à la main, gant qui sert aux jeunes à éloigner les lacrymogènes. Donc sur cette seule base-là, alors qu'il sortait du dispositif de manifestation à Rennes le 7 mars, il a été chopé par un policier parce qu'il passait à sa portée. J'ai été informé ensuite, parce que j'étais la personne qui avait le numéro, vers 16h. Il devait rester que quelques heures en garde à vue. Elle a été renouvelée, et au moment où elle a été renouvelée, c'est parce qu'on a essayé un marché avec lui, de le faire entrer. Il était de Rennes 2, étudiant Rennes 2. C'est sans doute parce qu'il était proche de l'association Défense Collective, que Darmanin est en train d'essayer de dissoudre en ce moment. Donc voilà un petit peu le contexte qu'il y a aujourd'hui. Les seuls éléments qu'il y avait, c'est qu'au moment où il a été ensuite fouillé, il avait des pommes de terre sur lui,
pommes de terre qui ont été distribuées généreusement au cours de la manifestation, mais qu'il avait gardé lui pour les manger. Bon, vous voyez, on est dans cet état-là aujourd'hui, où à chaque fois qu'on participe à une manifestation, on est quand même en train de se poser des questions. Donc là, c'est cet état du droit, de nos droits civils et citoyens, qui est mis en cause de façon extrêmement importante, qui nous amène à un sujet fort. Nous pouvons compter sur la Ligue des droits de l'homme. Nous avons entendu qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient pour réunir les forces, mais c'est réellement préoccupant. Ce que vous venez d'évoquer, c'est très exactement ce qu'on a dénoncé très vite, après, bien avant Sainte-Soline, mais après déjà la manifestation du 16 mars, c'est-à-dire la première, celle qui a eu lieu, où de mémoire, je crois qu'il y a eu 410 ou 450, non, plus de 400 en tout cas, interpellations du même type que celle que vous venez de décrire, c'est-à-dire 400 personnes qui finalement ont été empêchées de manifester, parce que le résultat concret c'est ça les empêche de manifester. Sur ces 400, il y a eu 10% de poursuites en réalité exercées. Mais il n'empêche qu'après, il y a de la garde à vue, ce que vous avez dit. Alors il y a beaucoup de gardes à vue qui ont duré 3-4 heures simplement. Les manifestants ont été relâchés, les manifestants, mais ils n'ont pas pu manifester ou ils n'ont pas pu manifester. Certaines gardes à vue, comme la vôtre, se sont prolongées davantage, mais sans qu'il y ait de suite. Et puis il y a quelques gardes à vue qui ont donné lieu à des comparutions devant le tribunal. Et il y a eu très très peu de condamnations. La plupart du temps, ça s'est traduit par des relax. Donc ce qui veut dire qu'on empêche les gens de manifester, et manifestement sans raison de de les interpeller, sans aucune raison. Alors qu'à côté de ça, on vous dénonce les Black Blocs, mais on voit les flics, on va les appeler comme ça là pour une fois, hein, on les voit beaucoup plus se préoccuper des manifestants pacifiques qu'il est facile de coincer parce que ça se fait mieux, que des Black Blocs, là où il y a beaucoup. Je suis quand même étonné que justement il n'y ait pas tant de poursuites sur ceux-là, qui sont effectivement, pour certains d'entre eux, en fin de manifestation. Donc c'est vraiment des atteintes considérables, vous avez tout à fait raison, et ça, c'est un des points forts qu'on dénonce hein, dans la dénonciation du comportement des forces de police et du schéma de maintien de l'ordre. C'est scandaleux. Et ça s'ajoute après à l'utilisation de ce qu'on appelait les armes par destination, etc. Enfin, toutes ces histoires. Oui. Parce qu'on parlait du cycle LDH regardez, et je crois qu'on a déjà discuté de remplacer le droit de l'homme par le droit de l'humain ou des humains. C'est un débat. Il y a eu une Ligue des droits humains, et puis d'autres propositions étaient faites, Ligue des droits et libertés, etc. Il y a eu pas mal de... Bon, pour l'instant, en tout cas, on continue d'y réfléchir, bon, sachant que d'un point de vue statutaire, il faut obtenir une majorité des 2/3 pour modifier le nom de la Ligue, ce qui est aussi un problème de toute façon en soi. Mais on continue d'y réfléchir, on espère trouver une solution. Bon, finalement, moi je me rends compte que, alors je ne sais pas, peut-être que je m'illusionne, que ce qui compte aujourd'hui, c'est que la Ligue, la LDH, on va la qualifier comme ça, que la LDH soit dans le combat des libertés. Et j'ai vraiment le sentiment que, si vous voulez, outre les adhésions, outre la question des adhésions, dans le paysage politique et médiatique français, depuis 2 ou 3 mois, la LDH est redevenue vraiment un pôle de référence. On dit souvent la LDH, c'est une vigie des libertés. Mais je crois qu'on a retrouvé un peu ce rôle, et moi je le vois très bien à travers nos associations amies, qui viennent vers nous comme si on était la possibilité d'agrégat, si vous voulez, autour de nous, de fédérateurs, de rassembleurs. Donc, au-delà de la bagarre sur le nom, je ne dis pas que ce soit négligé, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je pense qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le combat qu'on doit mener, et là-dessus, on rassemble, et je vous assure que les 60 organisations qui étaient avec nous, représentées par 80 personnes au siège de la Ligue, ils sont venus à la LDH sans se poser la question de savoir si on était Ligue des droits de l'homme ou Ligue des droits humains. Ouais. Je vais quand même remercier vivement Gilles et Patrick de leurs interventions, à la fois claires, pertinentes, et je pense que ça a répondu
un très grand nombre d'attentes que nous pouvions avoir. Bon, nous, ligueurs, en priorité, si je puis dire, mais il n'y a pas dans la salle, il y a beaucoup de sympathisants, mais il n'y a pas encore que des ligueurs.